Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 9 février, la vague de froid a un danger pour les intoxications au monoxyde de carbone. Cette nuit, 2 personnes ont été transportées à l'hôpital de Loches. Quelles précautions faut-il prendre? On voit ça dans un instant. Alerte grand froid à la SNCF. Nous irons au Technicentre de Saint-Pierre-des-Corps où les agents mettent tout en œuvre pour minimiser les risques sur le trafic ferroviaire. Et puis on reviendra sur l'élimination du TVB de la Champions League. Bonsoir, le grand froid continue. Météo France prolonge l'alerte jusqu'à demain soir, 21h pour l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher. Cette nuit, il va encore faire très froid dans la région. On attend moins 10 degrés à Tours et moins 13 degrés à Blois. La nuit dernière, vous le voyez, le mercure est descendu très bas. C'est à Reignac qu'il a fait le plus froid avec moins 17,3 degrés, moins 16 degrés à Montrieux, moins 15 degrés à Blois et moins 12 degrés à Tours. Et en cette période de froid exceptionnel, attention aux intoxications au monoxyde de carbone dues à des appareils de chauffage défectueux. La nuit dernière à Loches, 2 personnes ont dû être transportées à l'hôpital suite à de violents maux de tête. L'occasion pour nous de faire un point sur les précautions à prendre, Brianne Bock. Elle est révisée, votre chaudière, tous les ans? Ah oui. D'accord, ça a été fait cette année? Oui, oui, oui. Et le chauffage au fioul, il marche bien? Oui, bien sûr. D'accord. Chaque année en France, 5000 personnes sont victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone et 90 en décèdent. Si ce gaz est pourtant incolore, inodore et sans saveur, des signes avant-coureurs d'une intoxication existent. Les symptômes de début peuvent être, c'est des symptômes extrêmement banaux. Ça peut être des céphalées, donc des maux de tête tout à fait classiques. Ça peut être un malaise, ça peut être des nausées, vomissements. Et puis ensuite, bien sûr, après, dans des intoxications graves, quand on trouve la personne trop tard, les gens sont à leur retrouver dans le coma, avec parfois des convulsions à l'intérieur de ce coma ou en arrêt cardio-respiratoire. Le monoxyde de carbone provient d'une combustion incomplète liée à un appareil de chauffage défectueux. Les conséquences peuvent être dramatiques, pourtant des gestes simples sont à faire effectuer par des professionnels. On peut avoir des émanations de monoxyde de carbone dues à un mauvais réglage de combustion, à une mauvaise étanchéité soit du foyer ou du caisson de chaudière en proprement dit. Ce qui est impératif, c'est de faire entretenir sa chaudière une fois par an, systématiquement par une personne qualifiée et agréée. Et pas nécessairement d'ailleurs à la période hivernale, ça peut se faire dans le courant de l'année. Un conseil, si vous découvrez quelqu'un d'inconscient et que vous soupçonnez une intoxication au monoxyde de carbone, la première chose à faire est d'ouvrir les fenêtres pour aérer et oxygéner la pièce au plus vite. Et puis, comme chaque soir, un coup d'œil rapide sur l'état du réseau routier d'Indre-et-Loire. La situation s'améliore. Le réseau secondaire est encore en cours de déneigement dans certains secteurs. Et puis, du nouveau pour les transports scolaires qui restent suspendus en Indre-et-Loire, sauf dans certains secteurs, notamment du côté d'Azel-Rideau, Avoine, Richelieu, Montbazon et Vouvray. Plus d'informations sur le site du Conseil général www.cg37.fr. Et puis, du côté des rails, le trafic régional reste toujours perturbé à cause des intempéries. 4 TER supprimés dans les 2 sens sur la ligne Lire-Tours-Blois, Orléans. Autre ligne touchée, Tours-Chinon et dans une moindre mesure Tours-Le Mans et puis Tours-Loches. Dans certains cas, les trains sont remplacés par des autocars. Alors des suppressions, vous le savez, qui sont la conséquence de des pannes sur les trains qui souffrent du froid. Direction le Technicentre Saint-Pierre-des-Corps, le centre de maintenance de la SNCF. 600 km/h, c'est la vitesse d'impact d'un bloc de glace qui se détache au croisement de 2 TGV. Si ce phénomène peut survenir au quotidien, la SNCF, en cas de grand froid, réduit la vitesse des TGV et des TER, causant des retards sur les horaires habituels. Ici, à l'unité opérationnelle de maintenance des TER de Saint-Pierre-des-Corps, les quelques 200 agents doivent gérer les pannes dues à la météo actuelle. Le froid, il a un effet qui est de gelage des matériels. On a un problème sur toutes les pièces mécaniques, sur toutes les pièces électroniques. Et en particulier, ils sont relativement sensibles à la neige, puisque la neige peut s'infiltrer dans les compartiments moteurs ou comme ici sur la rame qui est derrière moi, à l'avant du train, et au niveau des organes d'accouplement pneumatiques et électriques. Ces derniers jours, 90% du trafic a été assuré. En temps normal, on compte 360 circulations de trains par jour en région centre.
Une centaine de rames TER sont gérées ici. Actuellement, 30% sont immobilisés pour maintenance. En temps normal, ce sont plutôt 15 à 20%. On a plus de pannes du fait du froid, mais ce sont des pannes qui existent déjà dans le fonctionnement normal des matériels roulants. Alors on est sur des maintenances là qui vont de la journée à effectivement 3-4 jours en général. Ça peut être plus long lorsqu'on a des grosses pannes ou des remplacements de gros organes. Le plan froid SNCF est prévu encore jusqu'en début de semaine prochaine au moins. Seul un redout significatif pourrait voir un retour au trafic à la normale et sans retard. La SNCF continue de communiquer en temps réel sur les conditions de trafic sur ter-sncf.com ou par téléphone au 0800 83 59 23. Les conditions climatiques rigoureuses obligent. Tous les monuments du Conseil général d'Indre-et-Loire ont dû fermer leurs portes depuis les chutes de neige dimanche dernier. C'est le cas notamment de la forteresse royale de Chinon. Alors pourquoi et surtout que fait-on dans des monuments historiques lorsque les visiteurs ne sont pas là? Gaël Poulain. Toutes portes closes et les pieds dans la glace, la forteresse de Chinon a des airs de belle endormie. Le site se composant essentiellement de passerelles, d'allées et d'escaliers en extérieur, la fermeture pour cause de neige était une question de bon sens. Il y a quand même des choses à visiter en intérieur. Il y a une nouvelle scénographie qui a été inaugurée il y a 2 ans. On peut visiter 8 salles. Donc ça, c'est quand même important, mais les accès sont difficiles. Ça gèle, ça glace, et là, c'est une vraie patinoire, donc on a préféré fermer pour des raisons de sécurité. Une fermeture qui n'est pourtant pas synonyme de prélassement pour les agents du patrimoine, bien au contraire. En l'absence des visiteurs, chacun a de quoi s'occuper entre la conservation des œuvres et la préparation des projets de la saison, avec notamment pour juin une grande exposition consacrée aux représentations iconographiques de Jeanne d'Arc. Un rendez-vous qui demande beaucoup de travail en amont. On a Anne-Laure, une de mes collègues qui est agent du patrimoine, qui est en train de numériser plus de 2000 cartes postales. Donc là, elle a du temps pour faire ça, elle ne fait pas de visite guidée, elle n'accueille pas de public, elle n'est pas en billetterie, alors elle peut se permettre de travailler sur des choses beaucoup plus spécifiques, scientifiques. Pas de chômage technique donc, et à l'extérieur, l'on prépare le site pour sa prochaine réouverture. Le jardinier de la forteresse a déjà déneigé près de 80 mètres de cheminement piéton, de quoi permettre aux visiteurs de bénéficier à leur tour de ces paysages quelque peu surprenants. Et on apprend ce soir que tous les monuments du Conseil général d'Indre-et-Loire seront de nouveau ouverts demain. Et pour terminer cette page intempérie, cette vague de froid est-elle exceptionnelle? Je vous propose de plonger dans les archives de Météo France avec Julien Bernier et Vivien Charrère. Voilà donc ici par exemple pour montrer la rudesse des hivers, donc l'hiver 1938-1939. Aux archives municipales, on ressort de vieilles photos. Des blocs de glace stagnent et s'accumulent sur la Loire. Nous sommes en 1938. À Tours, il faut disperser la glace afin de ne pas provoquer de pression sur les arches du pont Wilson qui pourraient s'effondrer. Les autorités locales font recours à des moyens exceptionnels. Et là, c'était le cas. Donc en 1938, le service du génie d'Angers est venu à Tours dynamiter la glace qui bloquait le pont. Sur ce pont, des centaines de Tourangeaux assistent au spectacle, dont Jean Godard, il a à peine 5 ans. Il y avait des gros blocs, des blocs énormes qui étaient arrêtés sur le pont de pierre et qui menaçaient de l'emporter, quoi. Météo France le rappelle, des hivers vigoureux, il y en a eu d'autres comme en 1963 et ces 18 jours sans dégel. Cette année, la saison hivernale est plutôt comparable à janvier 85, la dernière fois où des blocs de glace étaient visibles sur la Loire. On voit bien que c'est un hiver relativement rude depuis le temps qu'on n'en avait pas eu. Donc effectivement, on se compare plutôt à 85 où on a eu une période de froid très intense pendant une dizaine de jours d'affilée. On n'a pas eu des moins 15 comme en 85, puisqu'on reste à moins 12, moins 13 au niveau de la station de Tours. Mais on reste dans ces années un peu froides, voire très froides, que l'on a pu connaître depuis 50-60 ans. Et l'hiver rude continue. Plusieurs nuits froides sont annoncées jusqu'à dimanche matin avec des températures de moins 10 degrés à moins 15 par endroit. Avec un retour des précipitations et un changement des vents lundi, elles devraient remonter dans le positif en journée.
Et après le froid, les flammes. Regardez cet incendie spectaculaire qui s'est déclaré hier soir à Blois, l'école Raphaël Perrier, ravagée par les flammes. Ce matin, les 200 élèves ont été accueillis au centre de loisirs Robert Cartier. Les cours reprendront la semaine prochaine dans certaines classes épargnées et dans les locaux de l'UFM. Et puis un autre incendie tragique à Civray de Touraine. Dans la nuit, une personne âgée de 80 ans a trouvé la mort dans l'incendie de sa maison. Et sans transition, on passe aux coulisses de la politique. Florent Carrière s'intéresse ce soir à la guerre fratricide qui est en train d'exploser dans la droite tourangelle à quelques mois des législatives et des présidentielles. J'interpelle en effet les dirigeants de l'UMP en leur disant venez voir ce qui se passe en Indre-et-Loire. Venez voir l'état de l'UMP en Indre-et-Loire et venez voir ce que ces dirigeants en ont fait. Sale temps pour la droite à Tours. La guerre est déclarée. Thibault Coulon claque la porte de l'UMP. Quelques jours après la démission de Pascal Ménage, deux candidats à la candidature sur la première circonscription d'Indre-et-Loire, désavoués par l'UMP nationale et par les dirigeants locaux. Eux ont préféré Guillaume Pelletier et le toile montante du parti, mais désormais cible de toutes les attaques politiques. Une faute politique et morale pour Coulon. Le candidat aussi défaites successives pour Ménage. Le conseiller municipal Pascal Ménage qui a choisi de rejoindre Christophe Boucher, l'ancien vice-président du TFC, a aussi son mot à dire sur Guillaume Pelletier. Quand on voit son parcours politique, je veux bien qu'il ait un peu changé. Mais j'allais dire, il faut se dépêcher de voter pour lui parce qu'il va finir par arriver au PS ou chez Mélenchon. Donc il faut se dépêcher de voter, non. Mais la critique la plus virulente, elle vient d'RDDV. Renaud Denedeux de Vabre, même mort politiquement à Tours, continue d'exister. Lui parle de populisme, de dérive déshonorante, de mépris à l'égard des Tourangeaux, d'une droitisation suicidaire de l'UMP, incompatible avec la tradition radicale socialiste tourangelle. C'est d'ailleurs ce qui guide Xavier Datteux. Pour lui, Guillaume Pelletier ne peut pas gagner. Le centriste est d'ailleurs las d'entendre les Pelletier, Coulon et compagnie parler du rassemblement de la droite et du centre. Le centre, c'est lui, et il restera le seul en lice, car il ne pense pas que Christophe Boucher puisse continuer. Et d'ailleurs, les centristes dans tout ça. Sophie Oconi, présidente du Nouveau 137, a apporté son soutien à Guillaume Pelletier. Idem pour le national, elle a signé l'appel de certains centristes à soutenir Nicolas Sarkozy plutôt qu'Hervé Morin. Un fait rendu public un mardi, alors que le lundi soir, elle envoyait un mail à Hervé Morin dans lequel elle lui indiquait avoir tout préparé pour sa campagne. Après ce coup-là, l'intéressé s'entête à ne pas la lâcher. J'ai beaucoup d'affection pour elle, j'ai été peiné parce que voilà, elle n'est pas députée européenne par hasard non plus. D'abord et avant tout, Sophie Oconi est jeune en politique et elle apprendra progressivement. Et pendant qu'à droite on s'étripe, à gauche on s'amuse à ressusciter les morts. François Mitterrand kiffe Claude Roiron, voilà ce que l'on pouvait lire sur son site internet. Une mise en ligne par erreur, à moins que l'objectif ait été de faire le buzz. En tout cas, un groupe Facebook s'est monté, ils sont 124 membres à kiffer l'ancienne première dame de Touraine. Et on passe au sport avec du volley. Tout d'abord, hier soir, le TVB jouait son match retour des playoffs de la Ligue des Champions. Je vous le rappelle, à l'aller, il s'était incliné 3-7-0 et malheureusement, malgré une rencontre de haute volée, les volleyeurs tourangeaux ont été éliminés par les visiteurs d'Outre-Rhin. Après avoir concédé le premier set 25-20, les joueurs de Mauricio Paes ont remporté le deuxième et le troisième, 25-20 et 25-15. Dans le quatrième, le TVB aurait dû conclure le match, mais les Allemands reprennent le dessus, 27-25. Voilà, dans une salle Grenon chauffée à blanc, le tie-break a vu finalement s'imposer le club germanique 16-14. On écoute l'entraîneur du club allemand Friedrich Hafen et Mauricio Paes, le coach du TVB. Je pense qu'on a bien joué au volley pendant le premier set. Oui, on a été les meilleurs à ce moment-là. On a été exact et costaud. Et puis on a eu un gros passage à vide. Mais le plus important, ce qui me satisfait le plus, c'est qu'on est bien revenu. Ils nous ont pris un défaut avec leur service. Petit à petit, on est revenu, on a encore pris une série. Et après, on a pris les matchs en main.
Non, et au quatrième, il y a tellement de bêtises qui sont faites par tout le monde, que ce soit nous, que ce soit les juges des lignes, qui au bout d'un moment, la chance, elle ne tombe pas de ton côté. C'était à nous aussi de la provoquer. J'ai vu un beau visage quand même de l'équipe, j'ai vu une équipe qui s'est battue, qui a manqué un tout petit peu de solidité en réception pour pouvoir gagner 3-1. Et après, les 3-2, c'était un peu plus dur. Et puis un mot de football avant de refermer ce journal pour vous dire que la rencontre Tour FC Le Havre annulée samedi dernier s'est reportée à mardi prochain à 19h au stade de la Vallée du Cher. Voilà, les hommes de Peter Zedler joueront pour le compte de la 22e journée de Ligue 2. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, on parle de l'avenir des jeunes agriculteurs. À tout de suite.